J'accueille aujourd'hui au podcast Fini Joanie Caron, mon amie, depuis 3 ans que je veux qu'elle fasse le podcast, puis finalement, elle a accepté. Salut! Ça se fait aujourd'hui. Bonjour Manon. Ça va? Ça va très bien. Quel beau congrès. Mais on est dans le contexte du congrès Explore. Puis toi, tu arrives de faire un panel sur relations avec le milieu Exactement. que j'ai écouté, qui était merveilleux. Avant de rentrer dans les questions du panel, j'aimerais ça, Joanie, que tu me parles de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives de où? Puis au début du podcast, j'ai demandé à Joanie, tu peux-tu me dire vraiment c'est quoi ton titre? Parce que je suis un peu mêlée. Puis je t'ai dit, il est vraiment, vraiment long. Fait que moi, je vais te laisser faire ta propre introduction au podcast. Parfait. En fait, Joanie Caron, je suis professeure à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mais je suis aussi conseillère stratégique pour la certification en développement responsable à l'Association d'exploration minière du Québec. Puis pourquoi j'ai ces 2 titres-là? C'est parce que je suis pas capable de faire... En fait, c'est mes 2 amours, puis je veux vraiment les garder. C'est que ça fait 12 ans que je travaille maintenant là, en collaboration avec l'industrie de l'exploration minière. Ça a commencé en 2012, quand l'AEMQ, l'association, voulait avoir une certification en développement responsable pour l'industrie. Puis on cognait à la porte de l'UQAP, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, puis on dit « Hey, est-ce que vous voudriez développer un projet de recherche puis créer une norme? » Puis c'est là que j'ai découvert c'était quoi des claims, c'était quoi des fournisseurs de services puis des détenteurs de claims. Donc, tout ce jargon-là, parce que ça a fait l'objet de mon mémoire de maîtrise. Donc, je suis arrivée, puis je connaissais rien de l'exploration minière. En fait, j'aurais aimé mieux aller en agriculture à ce moment-là. Je trouvais qu'une vache dans un champ, c'était plus facile à comprendre qu'une industrie comme l'exploration minière. Mais finalement, je me suis enlignée dans ce secteur-là. Puis, j'ai aimé ça. J'ai adoré l'industrie, des gens passionnés, des enjeux vraiment d'actualité avec les communautés d'accueil. Puis j'ai décidé de continuer là-dedans. Donc, après mon mémoire, l'UQAP m'a engagée pour finir le développement de la certification. Ça a pris 4 ans au total, avoir cette norme-là. Puis ensuite de ça, l'association a dit, OK, maintenant, on a une norme qui permet aux entreprises puis aux fournisseurs de services de confirmer, d'attester qu'ils ont des bonnes pratiques sur le terrain, entre autres. Qu'est-ce qu'on fait avec cette norme-là? Bien, l'AEMQ s'est tournée vers un partenaire reconnu, UL, pour certifier les entreprises. Puis c'est à ce moment-là que l'AEMQ m'a dit, Joanie, on aurait besoin d'aide pour l'accompagnement des entreprises. On va clarifier UL qui n'est pas Université Laval. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette clarification-là. UL qui, à la base, c'était Underwriters Laboratory. C'est un des 5 plus grosses organisations de certification au Canada. On peut penser à d'autres, par exemple CSA ou BNQ, mais UL se distingue vraiment parce qu'eux sont internationaux. Fait que c'est... En fait, UL est même sur le logo, sur les produits, quand on achète à l'épicerie, là, c'est quoi, bio, C'est les produits Attitude. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça? Oui, c'est tout à fait ça, excuse-moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, UL, oui, Manon, tu as tout à fait raison. Moi, je m'en sors pas. Je suis pas capable de ne pas penser à la job parce que UL sont partout. Les lumières de Noël, la cafetière, la laveuse, c'est pas rien. Là, ça fait quand même 130 ans qu'ils certifient qu'ils sont dans le domaine. Et puis, ils ont environ 2000 produits qui vont certifier le type de produit. Puis, là... Mais oui, en effet, les produits Attitude pour femmes à la pharmacie sont aussi certifiés Écologo. Mais tu sais, c'est big dans le sens que eux sont partout. Puis là, ils ont décidé, go, nous, on embarque dans le projet, on embarque pour l'exploration minière au Québec avec Écologo. Oui, tout à fait. Puis c'était quand même nouveau parce que, comme on dit là, UL sont partout, ils certifient surtout des produits. Puis là, ils disent, OK, on embarque dans Écologo pour l'exploration minière, mais c'est un processus. C'est des relations, c'est est-ce que tu as bien parlé aux communautés autochtones, est-ce que il y a des indicateurs qui vont être très, très, très objectifs. Est-ce qu'il y a des matières en suspension dans les milieux humides quand tu fais ton forage? Est-ce que tu utilises des huiles bio? C'est très facile à vérifier, mais il y a d'autres choses qui prennent un peu plus de temps à vérifier. Donc, oui, pour UL, d'avoir accepté de relever ce défi-là, une première mondiale, s'il n'y en avait pas avant des certifications pour l'exploration minière. Donc, mais une des raisons pour lesquelles ils ont embarqué, c'est justement, puis j'enchaîne avec ma présentation, finalement, c'est que l'association... 4 minutes 51. Faut que ça dure combien de temps? Non, mais ta présentation, c'est... Ah oui? OK. C'est bon. Mais c'est que l'Association de l'exploration minière du Québec, offrait du soutien. Ils ont dit à UL, regardez, vous
vous allez acquérir la norme qui a été faite par l'UQAT, parfait. Nous, on s'occupe des membres. Nous, on s'occupe des entreprises. On va les accompagner. On va les aider, les entreprises d'exploration minière, les fournisseurs de services, à se conformer. On va développer des outils. On va aller chercher du financement. Puis c'est ce que l'association a fait, puis fait toujours d'ailleurs, là. Donc, pendant un certain temps après ça, de 2014 à 2022, en fait, j'ai accompagné les entreprises, développé le programme d'accompagnement, là, Puis aujourd'hui, on compte combien d'entreprises qui sont dans Écologo? il y en a beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait au Québec. C'est vraiment un succès. Au Québec, il y a 29 entreprises de certifiées à l'heure actuelle, puis on a un bel équilibre. C'est 14 fournisseurs de services, donc forage, géophysique et autres. Et il y en a 15 que c'est des entreprises d'exploration minière, certaines plus grosses que d'autres, là, mais voilà. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Là, il y en a 29 présentement, puis il y en a en attente là, qui sont en cours d'avoir la certification. Mais qu'est-ce que ça représente? Je sais que on va quand même les nommer, là, mais tu sais, une des premières entreprises avec qui tu as travaillé, c'est Forage Rouillé. Tout à fait. Forage Rouillé, ça a été un pionnier dans tout ça. Puis on les remercie. Même Forage Rouillé, avant, ça a été la première entreprise certifiée en octobre 2019. Ça fait déjà 5 ans. Mais avant ça... Quand ils ont été certifiés, vous avez fait l'annonce à Explore en 2019. Moi, je partais le podcast. Hein. Ah! Ouais. En tout cas, tout est dans tout. Puis eux, dans le fond, ils étaient même prêts avant parce qu'ils avaient collaboré avec l'équipe de recherche à l'UQAT pour faire des essais pilotes. Tu sais, ils avaient fait partie là, des experts consultés quand on a développé la norme. Fait qu'ils ont comme toujours été là. Puis ça a été naturel pour eux là, d'être pionniers dans cette initiative-là puis de dire, OK, go, maintenant que c'est un programme officiellement reconnu, là, on veut être là. Là. Donc, Forage Rouillé, première entreprise de service, et Troilus Gold qui a été la première entreprise d'exploration minière certifiée. Moi, Rouillé, mon agence, je vais être dans Écologo. C'est quoi le processus? Ça ne fonctionnerait pas parce que c'est une certification qui s'adresse vraiment aux entreprises qui réalisent des travaux d'exploration minière là, et qui désirent faire reconnaître. Là. Mauvais exemple. Je suis une compagnie d'exploration, je vais être dans Écologo. C'est quoi le processus? En fait, le processus, c'est de me contacter. En fait, c'est ce qu'on recommande, là, c'est de contacter l'association parce que nous, on offre beaucoup, beaucoup d'outils qui sont en grande partie subventionnés. Donc, c'est à des coûts très, très, très abordables. Donc, la porte d'entrée, c'est l'association pour avoir une séance d'information complètement gratuite pour... en apprendre un peu plus, c'est quoi le processus, justement, combien ça coûte, quand est-ce qu'on va avoir des audits et tout ça. Et par la suite de ça, bien, l'équipe de l'association, il y a une équipe d'accompagnement, il y a une plateforme web, il y a des outils. Puis, ça se fait quand même bien. Là. On parle d'une 30aine d'heures là, avec nos accompagnateurs. Puis, puis l'entreprise est prête à communiquer avec UL puis de se faire auditer. Il y a 2 parties à l'audit. Il va y avoir une partie qui est d'abord documentaire, donc toutes les preuves, les fiches techniques des produits, les registres de communication, les preuves de formation, des choses comme ça que l'association va avoir aidé à rassembler et mettre dans le bon ordre. Et ensuite de ça, deuxième partie de l'audit, c'est une vérification de terrain. Donc, UL va se déplacer sur le terrain pour s'assurer que tout se fait comme on dit qu'on fait dans la documentation. On dit que c'est une certification volontaire. Est-ce qu'on peut penser éventuellement que ça peut devenir obligatoire? C'est une bonne question. On va voir qu'est-ce que le gouvernement souhaite en faire, mais j'ai pas de réponse à ça présentement. Ça a toujours été une initiative volontaire jusqu'à maintenant, mais ça s'est vu dans d'autres domaines. Ça s'est vu, par exemple, en santé-sécurité. Les casques de hockey, par exemple, avant, c'était volontaire, un casque de hockey, puis finalement, c'est devenu obligatoire. Puis, tu sais, des casques certifiés CSA, par exemple. Là, je donne un exemple, mais on va voir qu'est-ce que les initiatives gouvernementales souhaitent faire, mais présentement, c'est volontaire. Le 1er octobre, tu annonçais que la certification s'en venait nationale et non pas juste québécoise. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente énormément de fierté, d'abord, parce que c'est une initiative québécoise qui a été faite ici, là, à l'UQAT, en collaboration avec les gens d'ici, avec notre monde, finalement. Là. Puis, ce que ça représente, ben, c'est que UL, en fait, a reconnu le succès. D'abord, au Québec, on est rendu, là, tantôt j'ai dit qu'il y a 29 entreprises certifiées, mais on en accompagne 32 autres. Donc, on a dépassé 60. Donc, avec ce succès-là, puis aussi,
l'acceptabilité sociale, les bonnes relations, l'exploration minière, l'industrie, les métaux critiques et stratégiques, ça devient comme vraiment, c'est un enjeu national. Donc, le fait d'appliquer les meilleures pratiques, ben le potentiel, le besoin, il est vraiment là. Fait qu'UL, il a dit, OK, parfait, ça fonctionne très bien au Québec, on va exporter ça aux autres juridictions. Et c'est à partir du 1er octobre, puis il y a eu une révision de la norme. Là, la norme avant était québécoise, là, elle est nationale. Une bonne révision, ça l'a mis à jour des éléments qui devaient être mis à jour aussi. C'est dynamique aussi, les pratiques, hein, fait qu'on évolue. Puis là, l'association est prête là, à accompagner les autres juridictions canadiennes pour déployer le programme. Je veux pas éco-logo pour le milieu, pour la communauté. Je pense que c'est un gage de bonnes relations. Puis on sait que ça va être éco-responsable. Je veux pas la compagnie. T'aurais-tu un exemple justement à nous parler d'un bon partenariat puis de bonnes relations justement que ça aurait pu créer éco-logo avec une compagnie puis son milieu? Oui, tout à fait. En fait, ce qui a vraiment été intéressant pour nous, c'est le fait que les entreprises de services, on le voit, là, ils nous le disent, le fait d'être certifié, c'est rassurant. Ça permet aux détenteurs de claims à la base de dire, regardez, nous, on a investi pour avoir des bonnes pratiques. Puis nos fournisseurs de services aussi vont le faire. Puis c'est des huiles bio, en tout cas. Fait que on se conforme. Puis un autre aspect qui est super intéressant avec le milieu, c'est que maintenant, on a des entreprises de services autochtones certifiées, des entreprises autochtones qui sont dans le processus de l'aide. Fait que ça montre justement à quel point ça rencontre les valeurs. C'est quoi le futur de la norme? Le futur de la norme, c'est sûr qu'on souhaite réellement qu'il y ait un succès, là, que ça soit répandu là, au niveau national. Dans nos rêves les plus fous, la certification écologo, elle reste à jour. Comme j'ai dit tantôt, c'est dynamique. Il faut que ça évolue assez. La certification, on souhaite qu'elle ait toujours cette crédibilité-là aux yeux des parties prenantes, aux yeux des communautés autochtones. Donc, c'est important qu'il y ait une saine gestion. Mais je pense qu'avec un organisme comme UL là, qui a de l'expérience dans le domaine, on a des bonnes chances. En parlant des comités autochtones, je voulais revenir, puis là, je regarde pour être sûr que j'ai bien, là, mais t'es professeur études autochtones à l'UQAT. Exact. Oui, professeur à l'École d'études autochtones. À l'École d'études autochtones, l'UQAT. Comment t'en es arrivé là? En fait, c'est ça, jusqu'en 2000, j'ai fait un doctorat à temps partiel, en plus d'accompagner les entreprises dans le processus avec la AEMQ. Temps partiel, j'ai quand même fait vite, là, ça a pris 2 ans. Faut dire que j'étais célibataire à l'époque. T'avais-tu ton chien? Oui, au moins. Mais donc, c'est un collègue qui m'est arrivé, Hugo Asselin, qui est directeur de l'École d'études autochtones, qui dit « Joanie, j'ai un projet, est-ce que ça te tenterait de collaborer avec moi? » C'était pour voir qu'est-ce que les employeurs miniers pensent de la main-d'œuvre autochtone. Au départ, c'était pas un doctorat. Fait que moi, c'était super facile pour moi. Je suis déjà dans les congrès. Tu sais, viens ici, on va jaser. Qu'est-ce que tu penses des Autochtones? Quelles pratiques tu déploies dans ton entreprise? Fait que ça s'est fait assez naturellement. Puis j'étais à ma dernière entrevue avec une équipe, avec un employeur, puis il y avait une personne autochtone, là. Puis à la fin, elle n'avait pas parlé du tout. Puis à la fin, quand j'ai dit « Est-ce que vous avez encore des questions? » Cette personne-là, elle a dit « Moi, j'en ai une question pour toi. C'est bien beau, là, qu'est-ce que tu es en train de demander, mais tu vas-tu demander aux Autochtones qu'est-ce qu'ils en pensent? Tu travailles dans le domaine minier, tu sais. » Puis oui, quelle bonne idée. Tu sais, laisse-moi parler avec Hugo Asselin, mon collègue, qui est responsable du projet. Je te reviens. Je dis ça à Hugo. T'avais-tu pensé à ça? Il dit, oui, Joanie, j'avais pensé à ça. Ça va me prendre une étudiante au doctorat pour faire ça. Fait que j'ai dit, je suis retournée sur les bancs d'école, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu la chance d'aller au Nunavut. L'industrie a été d'une transparence incroyable. Tu sais, même si c'était pas toujours beau, même s'il y avait des défis, même si des fois, ils n'appliquaient rien du tout puis qu'il n'y avait pas d'effort qui était investi, puis ils ont été transparents sur pourquoi. Puis là, je dis ça, mais il y a vraiment des success stories. Puis vraiment, on a réussi à faire 45 entrevues avec des Autochtones, avec des Inuits, des Cris, des Anishinabés, puis des employeurs nord du Québec, Abitibi. C'était vraiment le fun. Bon, fait que ça reste de même. Puis 2 ans plus tard, il y a eu un poste qui est ouvert là, à l'École d'études autochtones. Et à 40 ans, j'ai décidé de changer de carrière. Pourquoi pas? Tu nommes ton âge, toi, dans un podcast. Ah, je fais ça. Je fais ça. Est-ce que tu as été confrontée, t'excuses pour ma question, mais tu sais, je me dis, femme blanche du Nord qui donne ce cours-là, est-ce que tu as été confrontée à des biais, selon toi? Oui.
Ben, c'était plus, je pense qu'il faut faire preuve d'énormément d'humilité parce que moi, je suis alloctone, puis, tu sais, je parle de culture autochtone, tu sais, puis je ne suis moi-même pas autochtone, puis il me reste beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, puis je le fais avec humilité, je le fais avec intérêt, je le fais avec passion parce que j'ai été passionnée par ces cultures-là, j'ai été passionnée par ces gens-là, puis leur joie de vivre. Puis dans le fond, je le fais en tant qu'allié. Tu sais, c'est plus ça, là. Tu sais, je prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas, mais en tant qu'allié pour le développement socio-économique, pour l'augmentation des retombées de l'industrie au sein des communautés. Puis je pense que ça, ben, c'est quelque chose qui est apprécié, là. Joanie, s'il y a une chose que tu fais pas, c'est de prétendre. Puis j'ai tellement d'admiration pour ton travail, puis qu'est-ce que tu fais, puis t'es humble, puis c'est beau de te voir aller. Puis tu sais, c'est pas pour rien que tu sais, ça fait 3 ans que je dis là, faut que tu sois sur le podcast, faut que les gens ils comprennent tout le bagage que tu as, tout ce que tu fais, puis que c'est souvent derrière les coulisses que ce que tu fais. Fait que tu sais, je voulais vraiment qu'on prenne le temps pour en parler, puis je voulais te souligner parce que je suis vraiment, vraiment fière de toi. Oh, ben, merci beaucoup. Fait que merci d'avoir fait l'épisode. C'est enfin fait. C'est enregistré. Puis là, on va lancer ça dans l'univers. Bon, ben, j'ai bien hâte. Ben, merci à tous. Puis si jamais vous avez, les auditeurs, si vous avez des questions par rapport à Écologo, aussi des projets de recherche à l'UQAD qui peuvent être très intéressants, que ce soit dans l'industrie minière, auprès des communautés autochtones, on est disponible. Puis on aime ça. Merci, Joanie.